Alors, les grands navigateurs, que ce soit sur la mer ou dans l'espace, c'est d'abord quelqu'un qui a beaucoup ri avec nous, puisque à ce micro, dans ce studio, il a expliqué, voilà bien longtemps, comment, à l'occasion d'une traversée difficile et qui aurait pu mal s'achever, il a réussi à colmater une brèche de sa frêle embarcation en appliquant sur cette brèche ce que vous me permettrez d'appeler par euphémisme le meilleur de lui-même. Vous n'avez jamais rencontré Alain Bombard ? Si. Pas dans son machin en train de se faire une pour boucher les trous, non? Écoutez, il fallait le faire quand même. Tout seul en mer, à un moment quand même difficile, où il pouvait croire que d'ailleurs c'était le dernier moment, il n'y avait pas de lamentin qui était à l'horizon, et c'était la seule façon de... Vous n'aviez pas de rustine à l'époque? Si, mais il faut la faire coller, la rustine. Ah oui, il faut faire tenir la rustine. Vous croyez pas que l'amiral aurait fait une belle carrière en politique s'il avait voulu, hein? Non, parce qu'il aime trop dire ce qu'il pense. Oh, il peut se cacher, regardez, il se met dos au public, là. Là, je t'ai parlé, moi. T'aurais été... Non, mais je m'en fous, je te parle, t'aurais pu être ministre. Et alors? T'as un beau physique de Moi, je ministre. suis un mec honnête, moi. Un tribun, t'aurais pu être un grand vous tribun. pensez que les gens qui font de la politique sont pas très honnêtes? Non, je pense qu'ils sont distraits. Enfin, il y a des altruistes authentiques. Regardez André Santini, on voit sur sa figure qu'il essaie de faire le bonheur des gens, ça se voit. Mais je pense que c'est un meilleur maire qui n'a été ministre, parce que je sais que c'est un bon maire. Non, c'est un bon maire, hein. Si, en période très troublée, là. Pendant la Révolution. Quand il n'y a pas de vote et tout ça, quand ça, à l'Assemblée, ça se passe au flingue, tout ça, j'aurais bien aimé. J'aurais dû signaler aussi le côté militaire de cette réunion, puisque il y a un amiral, le nôtre, et puis il y a un colonel un peu plus authentique d'ailleurs, qui est Patrick Baudry. Et quand est-ce que vous deviendrez général? J'étais colonel, je suis un vieux retraité colonel de l'armée de l'air. Je suis colonel depuis au moins 10 ans, mais je resterai à vie colonel, je pense. D'ailleurs, je suis pas très féru de ces affaires. Mais les étoiles, je les ai eues depuis longtemps, donc c'est pas trop un problème. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un côté militaire dans notre réunion. Bah, oui, on peut pas dire que c'est entièrement civil, d'abord parce que vous vous dites des horreurs, et ensuite parce que nous avons un invité d'honneur qui a tenu à être à nos côtés en cette circonstance, c'est le général Bijard. Oui, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 5, 4, 3, 2, 1, vous me recevez bien, ok, ça marche. Mon épouse et moi, on est fanats de Philippe, hein. Philippe, c'est un mariole, faut se le faire dire, mais on l'adore, quoi. Ah ouais, et je me souviens, Philippe, je crois qu'il y a 20 ans, dans une émission où j'étais invité par Philippe, je me dis, attention, il est vicieux, on se méfiait de Philippe, quoi. Alors j'avais recherché dans les notes militaires ce qu'il était devenu comme militaire lorsqu'il avait 20 ans. Et en fouillant aux archives du ministère de la Défense, il était secrétaire du colonel avec des notes fumantes. C'était le bon Fayot discipliné. T'as changé, Philippe. Quel est le point commun qu'avaient Victor Hugo et Alexandre Dumas qui concernait leur père? Le père était général. Oui, exactement, ils avaient tous les deux un père général. Bonne réponse de Daniel Sicaldi. Avec le général Bijard, c'est bien, on se repose. Il peut tenir une heure, tout seul. Là. Ah oui. Je le voyais parti comme ça. Je vous signale qu'à Longwy, il y a une rue Victor Hugo, et on explique qui était ce Victor Hugo, et en dessous, c'est fils du général Hugo. Fils de... Ah, c'est drôle, C'est ça. super. Ah, c'est beau, ça. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui a cassé son micro. C'est Monsieur Baudry, qui est très maladroit, qui ne connaît pas bien la technique. Monsieur Baudry a souvent des ennuis avec son matériel. Hein. Quand vous étiez dans l'espace, vous aviez une communication phonique avec... Bref. Quel a été le maximum de distance entre vous et la Terre? Oh, jamais très loin. Combien? Quelques centaines de kilomètres. Ceux qui ont été le plus loin de la Terre, c'est ceux qui ont été sur la Lune. Oui. Ils ont été à 400 000 kilomètres, mais autrement, je sais Mais pas il si vous paraît avez qu'ils sont remarqué, tous devenus Philippe, un mais peu fous, ceux qui étaient sur la Lune. c'est pour ça d'ailleurs que je suis retourné à mes chers avions. C'est que dans l'espace, depuis 35 ans maintenant, parce que Gagarine c'est quand même 61, on fait exactement la même chose, on tourne autour de la Terre. Et quand dans les années 70, je suis devenu cosmonaute avec Jean-Loup, Chrétien. C'était le chrétien. Disons qu'à l'époque, c'était encore une grande aventure. Ça l'est toujours d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que 15 ans ont passé et l'imagination, on n'est vraiment pas au pouvoir parce que on continue à tourner autour de la Terre. Donc certains s'interrogent de l'utilité réelle de l'homme dans l'espace et je les comprends.
Si c'est pour continuer à tourner autour de la Terre, je pense qu'il vaudrait mieux carrément arrêter. C'est plus élégant que de tourner autour de la place de la Concorde, quand même. Il y a surtout beaucoup moins de monde. Non, mais ce qu'il y a, Olivier, c'est que nous, on tourne autour de la Terre en 1h30 à chaque fois. Ouais. Donc on fait le tour du problème assez vite quand même. Ouais. Tandis que pour un marin comme vous, effectivement, ça prend un certain temps, ça remplit une vie. Surtout place de la Concorde. Mais C'est peut-être moins encombré chez vous que place de la Concorde aussi. oh oui, certes. Quoi certes. il paraît qu'il commence à y avoir de nombreux objets volants. Non, ça va encore. C'est le gros avantage. Mais Mars, c'est bien. Et pourquoi vous vous démerdez pas pour aller Mars, sur c'est Mars? sympa, oui. Oui. Ben, on aimerait bien. Mars, et ça repart. On aimerait bien. Une question de protocole que pose Monsieur Gragnon. Pourquoi Colette, la grande romancière, eut-elle droit à des obsèques avec honneur militaire? Parce qu'elle était décorée de quoi? De la Légion d'honneur au plus haut grade. Elle était grand officier, grand c'est pas le officier. plus haut grade, Grand mais officier, c'est c'est déjà vrai. un grade important. Et à ce titre, elle a eu droit, elle qui était une ancienne danseuse nue, oui. elle a eu Ah, c'est droit beau. à ce que l'on présente les armes devant son cercueil. Bonne réponse de Daniel Ah, c'est Secaldi. beau, quand même. Mais le grand cordon, il n'y a que les présidents de la République qui l'ont, non? Peut-être elle l'avait eu à titre militaire. ça. Ouais, Non, militaire, pas à titre oui, oui, militaire, non. Non, celle qui aurait dû l'avoir à titre militaire, c'était Marie Curie, et elle n'a jamais voulu. Elle n'a jamais voulu. Jamais. Ouais, elle était vendeuse au rayon X. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Messieurs de la politique, une question de Monsieur Gragnon. Quelle différence entre un anarchiste et un libertaire? L'anarchiste récuse toutes les structures. Ah, c'est pas un nihiliste, hein, c'est un anarchiste. Oui, c'est vrai, il faut encore C'est pas distinguer. pareil. Je crois qu'on Il récuse peut le l'ordre. noter. Je vous remercie, monsieur le maire et monsieur le ministre. Ce n'est pas tout à fait pareil. Je crois qu'il y a quand même une divergence à regarder. Je crois que monsieur Santini est tout à fait apte à nous en donner une dichotomie précise et rapide qui permettra à chacun de comprendre exactement l'intérêt de la question et surtout la grande richesse et la valeur de la réponse. La parole est à vous, monsieur Santini. Je vous remercie. Alors, monsieur le ministre, maintenant, grouillez-vous le cul. Répondez vite. Il n'y a, Alors, pas, il y a pas de différence, ils ont tous les deux raison. C'est vrai qu'il n'y a pas de différence sur un point, c'est qu'ils ont la même idéologie. Oui, mais sur l'autre, il y a une différence dont monsieur Fallait Santini a donné les une explication, exposer là. très vite. Merci beaucoup, monsieur le maire d'ici les Moulineaux. Je vais nous l'expliquer aux enfants des écoles. Par Eh ben, il exemple, aurait Pierre tendu. Sauzon, il est anarchiste ou nihiliste? Quand je le vois, je Anarchiste. deviens nihiliste. Non, moi je suis pas anarchiste du tout. Je suis à MRP, tendance Groucho Marx. Il n'y a pas de connotation religieuse dans le... Absolument. Non, pas. ni sexuel. Non. Non, mais ça c'était juste, pourrait, juste ça pour pourrait. faire Non, avancer le faut pas le confondre un public. libertaire et un libertin. Ne me regardez pas comme ça, avec du désir dans les yeux, petit cochon. Hein. Ah, qu'est-ce qu'il est mignon. Mignon, hein. Vous savez ce qu'il vous dit, le petit cochon? Dire qu'on va en faire en latex pour les 20 ans des grosses têtes. On peut acheter ça dans toutes les stations-service, tu vas le gonfler. Pour aller dans l'eau, ça va être génial. Alors, Elle est monsieur la réponse. André Santini n'est pas capable de donner une Non, réponse. monsieur Santini... a Non, la c'est-à-dire que là, délicatesse c'est de vraiment faire. la gauche de l'extrême gauche. Alors, on va chercher maintenant. Non, Ouais. c'est la même idéologie. Mais oui, mais- Bon, il y a quand même une différence, sinon il n'y aurait pas deux mots Alors, il y différents. en a qui Exactement. pensent que ça ne sert à rien de jouer le jeu légaliste des élections ou autre, alors que l'autre pense que c'est une forme de réformisme, le libertarisme, et qu'on peut encore passer par le jeu institutionnel. Pas du tout. Est-ce que vous pensez qu'il serait bienvenu, dans le cadre de la réflexion que vous nous proposez actuellement, de se reporter strictement à tous les détails de l'étymologie de chaque mot? Si je vous fais chier, vous prenez le papier épaisseur triple à côté, hein. J'appréhende que nous n'ayons pas le temps nécessaire. vous remercie, Anarchiste, mais Philippe. il récuse tout pouvoir, l'anarchiste. Elle est libertaire aussi. L'anarchiste. C'est le A privatif. Vous voulez que je le dise ou je ferme ma gueule par délicatesse pour eux? Non, Je ferme ma gueule par non, délicatesse. non, pour vous eux. pouvez dis-le. maintenant. Non, vous pouvez, amiral. Non, c'est trop tard, c'est trop tard. Non, non. Dis-le qu'on rigole un peu. Non, je Allez, le dirai dis-le. pas, non, tant pis, c'est Le trop tard. délai de viduité Non, je est le dirai dépassé. pas. Moi, j'adore Santini, je vais pas me fâcher avec lui pour ça, non. Je le dirai pas. S'il D'ailleurs- vous plaît, Amiral. Non, mais je m'en souviens même plus, c'est pour vous dire. Et c'est peut-être vrai. ça. Alors, tu Bon. peux le dire maintenant. Applaudissements bien mérités pour cette question qui a collé les grosses têtes. Un mandat, bien sûr, et en prime le livre 20 ans de grosses têtes, car la différence entre un anarchiste et un libertaire, c'est que l'anarchiste est un homme d'action qui passe aux actes et que le libertaire demeure un idéaliste et un théoricien. Je le Voilà. savais.
Bonne réponse d'André Santini. Question de Madame Harvet de Troyes. Comment appelait-on les premières féministes? Les majorettes, non Non, ça se termine en hête. Oui. Les salopettes. Mais non. Les suffragettes. Les suffragettes. Bonne réponse d'André Santini, les suffragettes. La première suffragette la plus connue, celle dont on a gardé le souvenir. On l'a pas gardé dans cette pièce. Une anglaise, oui, mais... Non, il y avait une Française qui était à la tête du mouvement féministe français, qui a fait une longue carrière politique. Louise Weiss. Louise Weiss. Ah, oui. Bonne réponse d'Alain Bombard. Alors, on parlait des féministes. La question que va vous poser Jean-Pierre Pernaut revient à ce sujet. Par le dépôt de quel brevet les sociologues estiment-ils que le 16 février 1932, à 14h50 heure de Paris, constitue la date de naissance de la libération de la femme? Quel est ce brevet? C'est la pilule. 32, la pilule, c'était encore un silex. Hein. Plutôt Ça une mettait aiguille, pas dans la bouche. plutôt une aiguille à tricoter. C'était pas d'ordre vestimentaire, ça? Non, pas du tout. Alors, vous me direz que ça a un côté symbolique, mais ça a un côté concret aussi, car ça affranchit la femme d'une tâche quotidienne qui pouvait lui paraître lourde. Le moulin à légumes. On y est presque. Moulin à café. Non, il s'agit bien d'un légume, Ouais. et on peut mettre d'ailleurs d'autres légumes. Ah, mais c'est on... l'éplucheur de patates. L'éplucheur de Non. patates? Non, Le presse-purée. c'est le presse-purée. Ah, bravo. Bonne réponse de l'amiral, et merci à André Santini. C'est l'invention du presse-purée qui, aux yeux des sociologues, en tout cas, constitue le premier symbole de la libération de la femme. Vous savez, Philippe, j'ai entendu Francis Perrin, mais il est modeste. Il est venu à Issy-Moulineaux quand on avait monté un canular pour un 1er avril à partir d'un papier de Courtine, vous savez, dans Le Monde. Le chroniqueur qui avait- gastronomique. Voilà, qui avait écrit sur Philippe Moulineaux, inventeur du moulin à légumes et libérateur de la femme. Et alors, on a invité le préfet, des dizaines d'officiels, un 1er avril, à assister à l'inauguration d'une statue consacrée à Évariste Moulineaux. On a trouvé que ça faisait mieux. Inventeur du moulin à légumes, libérateur de la femme et créateur de la ville d'Issy-les-Moulineaux. Alors, on avait fait ça comme dans Les Copains de Jules Romain, etc. Et bien sûr, il y a un tas de pignoufs qui m'ont répondu « Excusez-moi, je ne pourrais pas être présent, mais je ne savais pas que la ville avait été créée par un personnage si important. » Et quand je suis arrivé et que j'ai vu le préfet en grand uniforme, j'ai dit « Je crois qu'il a rien compris, le type. » Et alors, Perrin faisait le chef de famille, des héritiers. Il était entouré de la famille éplorée avec des voiles qui remerciaient. Il a fait un numéro extraordinaire et on est resté très copains. Donc je pense toujours au moulin à légumes et c'est pour ça que j'ai presque pu répondre, mais j'étais moins doué que Kersozan. Ouais, ça, c'est une évidence. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Philippe Bouvard prend le large avec des grands explorateurs. Olivier de Kersauzon, Patrick Baudry, Alain Bompard, André Santini et Daniel Secaldi sont du voyage. C'était le 1er avril 1996, sous un vent de franche rigolade et de bonne camaraderie. Quelqu'un qui a participé aux grosses têtes et que nous aimons bien a tenu à se manifester sous la forme d'une question qui, elle, touche un peu à la petite histoire contemporaine. Ah, il met le temps. Alors, comment Mussolini demanda-t-il la main de sa future femme à sa future belle-mère? Ça, c'est Brialy. En lui mettant un flingue sur la nuque, là. Tu Exactement. donnes ta pouffe ou t'as le trou dans le cerveau. Oui, en la menaçant d'un revolver. Bonne réponse de l'amiral. On voit que l'amiral sait comment obtenir une femme. Oui. Enfin, il a tiré beaucoup de coups sans revolver, hein, l'amiral. Maintenant, une question de Madame Varin. Quelle utilisation les marins phéniciens faisaient-ils en cas de tempête des vierges qu'ils embarquaient à bord? Les jeter par-dessus bord. Exactement. Pourquoi? Juste parce que ça fait du calmer les dieux. Ça fait du poids en trop. Bonne réponse de l'amiral et d'Alain Bombard. Alors maintenant, il faut trouver des vierges à embarquer. À l'époque, ça se trouvait. Oui. C'est bizarre que les deux marins connaissent ce truc. Oui. Ils ont dû pratiquer quelque chose. Pardon? On voit les yeux de l'amiral à la radio, là. Quel jouit?
Oui, lui, il les jette pas, les vierges. Ou elles ne le sont plus. Messieurs, du calme. Olivier n'aime pas du tout ce genre de plaisanterie. Ah oui, moi je suis un être délicat, j'aime pas qu'on parle comme ça des jeunes femmes. Rire sur tous les bancs de l'Assemblée. Ça, c'est dans les rapports du journal officiel. Rire sur tous les bancs de l'Assemblée. Question de Monsieur Rapin, qu'est-ce que le botulisme? Une maladie causée par un germe anaérobie qu'on trouve dans les boîtes de conserve. Voilà. Sur les bateaux. Sur les bateaux et peut-être dans l'espace aussi. Hein. Exactement, mais on fait très attention à ça. J'ai connu une jeune fille morte du botulisme tout à fait à terre. Hein. Vous l'avez connu avant. Ouais, n'importe quel coin, faut qu'il bouffe une boîte de conserve avariée. Dès que vous avez une boîte de conserve avariée qui bombe... bombard. D'où l'expression bombard. C'était une bonne réponse de Patrick Baudry et d'Alain Bombard. Une boîte bombardée. Mais le scorbut aussi, ça guettait le marin, mais aujourd'hui ça a disparu, ça. C'est pas du tout pareil, c'était le manque de vitamine C, c'était le manque de fruits frais. Le scorbut était une carence, c'est pas un empoisonnement, comme le docteur Bombard vous le précise, n'est-ce pas? C'est vrai qu'Alain Bombard est docteur en médecine, Oui, mais j'avais trouvé de la vitamine C dans le plancton, moyennant quoi on n'aurait jamais dû avoir le scorbut sur les navires, il suffisait de filtrer l'eau de mer. Avec les soutiens-gorge des marins. Et c'est non. Et les bancs en nylon que les marins avec une étamine à drapeau. Ça, c'est dans Die Pederastiken Boat, le magnifique film allemand. C'est vrai, on n'aurait jamais dû avoir le scorbut en mer. On pouvait l'avoir certainement dans un désert, mais pas en mer. Il y avait dans ce qu'on filtre avec une étamine à drapeau. L'homme ne le savait pas à l'époque. Voilà. Si vous aviez été là, si vous étiez grouillé le cul un peu, vous aviez commencé. Si vous aviez pris votre radeau sous Louis XIV, on aurait sauvé plein de gens, feignant. T'as vu le Bombard, il arrive au XXe siècle avec son caoutchouc gonflé, mais il fallait venir avant, mon pépère. C'est le capitaine Cook. C'est le capitaine Cook qui, embarquant de la choucroute interdite aux matelots, a sauvé ses marins du scorbut. Car comme c'était interdit aux matelots et réservé aux officiers, les marins en ont volé, ça les a empêchés d'avoir le scorbut. Alors, il y a Peter Ustinov qui rappelle pour poser une autre question, et naturellement, on écoute sa question et on essaie d'y répondre. En 1963, Jean Seberg rencontre à Hollywood Romain Gary, qui, pour elle, renoncera bientôt à sa carrière. Que faisait-il à l'époque à Hollywood? Il était diplomate. Il était consul de France à Los Angeles. Bonne réponse de l'amiral. Moi, je suis un clown. Et il était pas ambassadeur, était consul. Moi, je suis un clown, alors. Non, t'es pas un clown, mais t'es en retard. Non, pas du tout. Question protocolaire. Et cette fois, c'est Sylvie Vartan qui se charge de la poser après un petit message d'amitié. Eh bien, je vous souhaite encore 20 ans de succès. Bon anniversaire aux grosses têtes. Lorsqu'un toast est porté au cours d'une réception sur un navire de la Royal Navy, en présence de la reine, tout le monde reste assis. À quoi est due cette entorse au protocole? Kersozon. La reine est à bord d'un bateau, on porte un toast, et personne ne se lève. Pour pas être plus grand qu'elle. Parce que vu qu'elle a la taille d'un bracelet artésien. C'était vrai pour le Négus. Il fallait pas qu'on soit plus grand que lui. Il était tout petit, le Négus. Alors, il fallait se coucher par terre quand on lui parlait. Haïlé Sélassié. Vous avez vu ce que raconte Filiou dans son bouquin? Je crois que c'est Philibert qui a dû raconter ça. Il est venu en France, il est Sélassié, et on l'a emmené à Rambouillet pour une chasse. Et puis d'un seul coup, il a vu passer un rabatteur en blouse blanche allongé sur une civière. Et il dit, mais je savais pas qu'on pouvait les tirer, j'en ai vu passer plusieurs. Alors voilà donc une question de protocole maritime. On ne se lève pas devant la reine sans y avoir été invité? Non. Ça fait référence à une histoire... Une vieille coutume qui d'ailleurs s'explique de façon très concrète. Parce qu'on peut pas, il y a pas assez de hauteur entre les ponts. Exactement. C'est en souvenir de l'époque où dans les bateaux, sur les navires, les plafonds étaient très bas. Bonne réponse de l'amiral. Voilà. Parce que sinon, son cocu de fils, là, le Charlot, il serait pris les cornes dans le plafond. Retrouvez les grosses têtes de Philippe Bouvard à chaque instant sur RTL.fr.